Philippe, bonsoir. Bonsoir Alexis. Alors écoute, nous on t'a connu en tant que joueur du RCT, on voulait savoir, que deviens-tu depuis que tu as arrêté ta carrière au sein du RCT? Écoute, j'ai arrêté en 2010 ma carrière au RCT. Depuis, j'ai fini ma thèse, mon doctorat. On est interrompu pour boire une bière. Philippe, dis ce que tu veux boire, c'est pas grave. Un coca. Il est discret parce qu'à l'époque il aurait dit une bière. Une bière. Deux. Donc 2 bières, un coca, ça va aller. Ça va pas être trop dur. Donc on est toujours en live, hein, Philippe, on continue, c'est pas grave, un coca, une bière, tout va bien. Ouais, donc j'ai fini mon doctorat en 2011 et avec le doctorat je suis entré à l'école des avocats en 2012 et ça a duré 18 mois, en gros 2 ans avec les pauses et je me suis inscrit au barreau de Toulon au mois de janvier 2014, donc c'est depuis 9 mois. Philippe, comment as-tu vécu la saison du RCT l'année dernière, le doublé, la Coupe d'Europe, le top 14 toi, en ancien joueur, en ancien talonneur de cette équipe, tu as côtoyé la moitié des joueurs qui ont pu être champions d'Europe et champions de France. Je l'ai vécu avec beaucoup de distance forcément parce que je ne suis plus du tout au club. Après c'est une grande joie de vivre même par procuration deux énormes titres comme ça, d'être sur le toit de l'Europe pour la 2e fois d'affilée et enfin ramener le bouclier de Brennus à Toulon qui était le titre que je crois que tous les Toulonnais attendaient. Voilà, c'était un grand moment, même si encore une fois je me sens très loin de tout ça, mais de voir le maillot toulonnais, de voir les Toulonnais monter les marches à Paris et soulever les boucliers de Brennus, c'était vraiment beau. Philippe, tu dis que tu étais loin de tout ça, mais en tant qu'à l'époque où tu étais junior échelle, tu l'as touché ce bouclier. C'était pas le bouclier de Brennus, mais c'était quand même l'osmose et le top au niveau des juniors, puisque tu as été champion de France junior quand même. Oui, tout d'abord j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une groupe comme ça en 97 qui avait déjà gagné le titre de l'échelle. Après être dans un groupe comme ça, avec des entraîneurs comme Serge Lucas et Patrice Blacher, j'ai découvert un autre rugby. D'abord j'ai découvert un autre pays, une autre façon de voir ce sport qui m'a beaucoup plu. Et vraiment ces premiers quelques mois à Réchelle ont été intenses. L'apprentissage était parfois difficile, mais de gagner le titre à Cavaillon en 98 contre Bourgoin lors d'une finale vraiment atypique, c'était vraiment un moment fabuleux. Et je pense que tous les Réchelles qui ont vécu ce moment et les gens qui ont partagé ce moment avec nous ce jour-là gardent cette journée en tête. Philippe, nous en tant que FADA qu'on est, on nous a dit que tu avais renoncé à l'équipe d'Écosse pour rester au RCT. Que peux-tu nous dire à ce propos-là? Est-ce que c'est réel ou ce sont juste des rumeurs? Moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai renoncé à l'équipe d'Écosse, simplement j'étais très loin de tout ça. J'étais dans un autre pays, en D2 pendant surtout 5 ans entre 2000 et 2005 et c'est vrai que les sélectionneurs n'ont pas beaucoup regardé de mon côté. En même temps, je ne suis pas sûr d'avoir su me mettre en avant comme parfois il faut faire. J'ai eu tout de même une sélection avec l'équipe d'Écosse contre la Géorgie en 2008 qui reste vraiment un moment énorme pour moi, un souvenir énorme que j'ai gardé toute ma vie. Donc voilà, de ce côté-là, c'était une récompense, même si les choses auraient pu se passer autrement, mais bon, c'est pas grave, c'est sans regret. Philippe, je te pose une question politique, pour ça on n'est pas là pour faire de la politique, mais que penses-tu de ce qui dit en ce moment et de ce référendum où l'Écosse sur les sondages est donnée à pratiquement 54% indépendante? Quel est ton avis sur ça? Mais déjà, je n'ai pas le droit de voter parce que je ne suis pas résident écossais actuellement, donc déjà ça me fait un peu bizarre. Après c'est vrai que c'est taille-taille, qu'il y a beaucoup de pression en Écosse, il y a une ambiance très particulière. Les gros bras de la politique britannique sont montés en Écosse cette semaine pour essayer d'amener leur poids. Donc je crois que tout un pays, il y a beaucoup de monde qui attend ce résultat. Et bon, de mon côté, je sais ce que j'aurais voté, mais bon, comme ça reste secret, je ne vais pas révéler mon choix.
Philippe, écoute, je vais finir par 3 questions. Si tu avais été un président, quel président aurais été tu aurais été Un président français, président un président américain. en rugby. Je parle pas Rugby. politique, je parle rugby. Un président, un club, ça c'est une bonne question. Il y a beaucoup de présidents qui amènent la réussite, chose que... Un président parmi le top 14, la Pro D2 ou même la fédérale, si tu connais, peu importe. Mais c'est ma question. Et aurais-tu, enfin en fait ma question c'est est-ce que tu aurais été plus un style Fontes ou un style Mourad Boudjelal? Je pense que chaque président amène quelque chose qui appartient à cette personne. Je crois que Mourad Boudjelal a amené la réussite au RCT, gagner deux titres d'affilée comme ça, deux titres européens, c'est incroyable. Avec le Brennus aussi, ça c'est une réussite qui est indéniable et Toulon est connu dans tous les coins du monde de rugby. Maintenant, il y a quelqu'un comme Max Guazzini qui a tellement œuvré dans le rugby, qui a amené le rugby, pas dans une autre sphère, mais qui a amené le rugby dans beaucoup de maisons où le rugby n'était pas venu jusque-là. Et ça a beaucoup de mérite. Après, un président comme M. Bousquetel à Toulouse, où Toulouse est quand même un club qui est resté au sommet du rugby français pendant 25 ans. Donc voilà, ça a dû être une aventure extraordinaire et le président a forcément joué un grand rôle là-dedans. Donc je n'ai pas le choix d'un seul président. Je pense que je serais quand même un mélange de tout ça. Si jamais j'avais je sais pas, un choix à faire, bon, voilà. Et Philippe, quel talonneur aurais-tu aimé être? Une idole de jeunesse? Et là, j'ai eu la chance d'être à une très bonne école à Toulon où j'ai côtoyé vraiment des très grands talonneurs. J'ai joué avec Eric Dassa-Martini, avec Jean-Michel Casini et avec Marc de Rougemont, juste pour citer ceux-là. Je me souviens l'année 2000-2001 où c'est la première année en D2 avec Toulon. J'ai joué beaucoup à gauche. Et Coco Ribier jouait beaucoup à droite et au milieu c'était Marc de Rougemont qui était notre capitaine et vraiment ça a été un capitaine exemplaire qui nous a mené d'une manière, je sais pas, qui a vraiment donné envie aux avants et à toute l'équipe de le suivre. Donc ça, je dirais comme ça, c'était vraiment un bel exemple et un talonneur qui m'a marqué. Et autrement, quel entraîneur aurais-tu aimé être? Quel entraîneur? Des avants forcément, puisque tu as été un grand avant du RCT à l'époque. Voilà, oui, après je pense que chaque entraîneur pendant des périodes a laissé son truc dans ma tête et on passe tellement de moments forts que je ne vais pas choisir un seul entraîneur. Je veux dire que j'ai vraiment des saisons fabuleuses à Toulon où j'ai appris tellement de choses. Je ne vais pas sortir un entraîneur parmi tout ça. C'est pas juste. Je crois que c'est pas refléter tout ce qui m'a été donné. Bon, par contre, c'est vrai que tu as été un avant. Je t'ai vu donner des chipirons lors d'un match de Pro D2 à Toulon-Béziers pour défendre un certain Marc Andreu. Puisqu'on parle de Marc Andreu, donc un arrière, quel arrière tu aurais aimé être? Quel est pour toi l'idole au niveau des arrières qui aille du 9 au 15? Ça c'est plus simple. Je pense que j'ai joué avec et j'ai entraîné par un très très grand joueur de rugby. Un des plus grands, peut-être le plus grand, c'est Tana Umaga. Je pense que si j'avais pu être un trois quarts, si j'avais pu être un trois quarts dans mes rêves comme ça aurait été Tana Umaga. Philippe, écoute, c'est vraiment une question qui est improvisée totalement puisqu'on est devant la mairie de Toulon. Cette mairie qui, pour moi, gâche un petit peu la vue qu'on puisse avoir sur le port de Toulon. Mais que penses-tu du maire de Toulon, Hubert Falco, qui, excuse-moi, je suis familier, mais je vais le dire, qui est un personnage qui bande pour le RCT. Que penses-tu de ce personnage, Hubert Falco, qui est le maire de Toulon, qui a été député, qui a été secrétaire d'État et ministre au niveau du gouvernement? Écoute Alexis, c'est quelqu'un, M. Falco a toujours été présent à nos côtés. Moi j'ai joué 12 ans au club, j'ai toujours vu le maire de Toulon avec nous dans les bons moments, dans les moins bons.
Je pense que c'est très très important dans une ville et c'est très très important dans un club, donc voilà. Un bon gars quoi. Ouais. Et que penses-tu de ce RCT nouveau cette année, cette nouvelle ère qui démarre? Quand on est double champion d'Europe, champion de France en titre, toi qui as été professionnel au niveau du RCT, comment tu peux ressentir la motivation des joueurs cette année? Qu'est-ce qui peut arriver de mieux à cette équipe du RCT que d'être championne de France, championne d'Europe? C'est ça, je crois que pour ces joueurs-là qui ont gagné 2 titres comme ça, 3 titres en 2 ans, question de savoir comment trouver la motivation pour aller plus loin. Qu'est-ce qui est aller plus loin? C'est forcément retenir les mêmes titres et créer une épopée, créer une époque où Toulon domine sur le rugby français et européen de manière indiscutable. Après, Toulon a tous les joueurs qu'il faut. Ils ont des joueurs d'une très grande expérience, d'un très grand talent. Ils ont un staff technique, un manager qui ces personnes-là ont tout vu. Donc je crois qu'il n'y a pas de baguette magique, ce n'est pas une science exacte, mais je crois qu'ils ont les ingrédients, ils ont le savoir-faire. Maintenant, je souhaite vraiment qu'ils créent cette époque, une époque fabuleuse où Toulon ramène les titres pendant des années et que vraiment ce soit des places fortes du rugby européen. Philippe, écoute, je vais finir mon interview avec 2 questions. Quel a été ton meilleur souvenir au niveau du RCT durant tes longues années où tu as porté ce maillot, je suis certain qu'il te porte forcément à cœur du Muguet? C'est vrai que tu as parlé, Alexis, tout à l'heure du match contre Béziers. C'était un match d'ouverture en Pro D2 en 2007, après 3 mois de préparation, puisque la Coupe du Monde cette année-là s'est déroulée en France et a commencé au mois d'octobre. Donc on avait vraiment une préparation atypique et on se sentait vraiment très bien entre nous, entre les jeunes du club et les joueurs qui avaient passé quand même un peu plus de temps au club. Et je me souviens, on était dans le vestiaire à Mayol avant le match, le stade était plein on se sentait bien mais on ne savait pas où on allait. Et je me souviens, Tano Maga est descendu au vestiaire, il nous a dit de faire les choses simples, en très peu de mots. Il nous a rassurés et on est sorti, on a fait un très bon match. Et ce match-là, un dimanche après-midi à Toulon pour ouvrir la saison, pour moi c'était un moment magique. Philippe, écoute, je vais te poser forcément, je t'ai posé la question, quel est ton meilleur souvenir au RCT? Je vais te poser quel est ton pire souvenir au RCT. Je pense avoir la réponse. Je pense que ta réponse, elle sera entre Béziers et Pau. Donc je te laisse le choix de la donner. Quel est ton pire souvenir au RCT? Je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de l'année 2001-2002, on a perdu la maison contre Tours. 500 personnes au Stade Mayol. Je crois que c'est la pire affluence qui ait pu avoir au Stade Mayol. Je pense qu'on n'a pas su gérer une fin de saison qui était un peu compliquée. C'était une année où on avait fait beaucoup de bonnes choses, on avait eu beaucoup de bons résultats et c'était vraiment dommage pour tout le monde de finir comme ça. Même si la semaine d'après on a fait un beau match à Grenoble, ça n'a pas suffi et ce match-là a fait du mal. Philippe, je t'ai parlé de Pau, je t'ai parlé de Béziers parce que je sais que c'est des matchs où, en ayant discuté ensemble après ces matchs-là, Béziers en 2007, on en parlait, gros match URCT, victoire 41 à des brouettes contre Béziers en ouverture du Pro D2. Il y a eu une bagarre générale, tu étais impliqué et je sais qu'en ayant discuté après avec toi, tu n'en étais pas fier. Oui, contre Pau. Il y a un contexte à tout ça et je crois que c'était pas fait bêtement. Je pense que. Moi j'étais dans les tribunes au Hameau ce jour-là. Le problème c'est que cette année-là, il y avait beaucoup de grands joueurs qui jouaient dans l'équipe de Toulon. Je veux dire des grands joueurs, mais des joueurs qui venaient de gagner les Coupes du Monde. Georges Gregan qui avait les joueurs les plus sélectionnés au monde, et Andrew Mertens. Et je pense que après avoir parlé de ces matchs-là avec les joueurs qui ont joué en face de nous, il voulait casser ces joueurs-là avec des façons de recevoir Toulon qu'on comprend parce que
Je pense qu'on aurait fait complètement la même chose, mais simplement, c'était des ambiances un peu bizarres et ça allait forcément déboucher sur un match comme ça, comme on a vécu à Pau. Mais après, derrière ce match contre Pau, on a pu jouer jusqu'à la fin de la saison, on a été champion. Et je crois qu'il a fallu ce match-là pour sortir de cette phase où on voulait casser les genoux à Mertens ou à Gregan, où on voulait faire du mal à Toulon. Et Toulon a été quand même critiqué assez lourdement il y a 2 semaines avant ce match, puisqu'il y avait un match contre Tarbes à Mayol où on nous a dit qu'on n'a pas été assez Mariol et que les anciens n'étaient pas contents de nous. Donc quelle réaction on n'aurait pas pu avoir une autre réaction que celle-là. C'était notre réaction et je pense qu'elle était la bonne puisque la suite de la saison était plus que correcte dans le fond, sur le fond et sur le forme. Et voilà, on était champion de D2 et de suite. C'est vrai, oui, champion de D2 et puis c'est là on va dire que tout a démarré pour le RCT, une première année très compliquée en top 14 où tu joues ton maintien à Dax lors de l'avant-dernière journée. Et puis l'année d'après, je crois que c'était la dernière saison, Philippe, et cette demi-finale à Saint-Étienne contre Clermont, c'était l'un peut-être des plus beaux matchs de rugby du top 14, de l'ère nouveau du top 14 à suivre. Cette finale Clermont-Toulon où il y a des rebondissements, il y a tout qui puisse exister au rugby. T'as la peine, t'as la tristesse, tu as même le courage, t'as la fierté, t'as tout qui puisse exister dans cette finale. 22-12 et tu remontes pour finalement arracher une prolongation. Ouais, je pense que même si ce match au niveau spectacle était un match extraordinaire, personnellement c'est un souvenir très triste parce que on a l'impression de pouvoir aller au bout de ce match, remporter ce match. On perd sur quelques détails, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou que ce soit au niveau technique. Je crois que c'est très dommage parce que je crois que derrière ce match-là, on aurait vraiment pu aller au bout. Donc pour moi, c'est mon avant-dernier match sur le maillot toulonnais. Un très très gros match, 40 000 personnes à Saint-Étienne. Ça ne peut pas être un bon souvenir sportivement, même si le spectacle est beau, même s'il y a tout ça, je pense qu'aucun jour est là juste pour être là et être content d'un match qui est beau. Je pense qu'il faut gagner des matchs. Et moi, ça me reste toujours quelque chose d'amer ce match. Bah, nous personnellement, moi en tant que supporter, ce match-là, je l'ai vécu et je me suis dit, dommage que la pluie, elle n'a pas duré plus longtemps à Saint-Étienne parce que je suis sûr que Gabrielé, il aurait glissé, il aurait marqué l'essai et Johnny est retransformé et Toulon aurait pu être champion de France en 2010. Philippe, ça sera l'une de mes dernières questions. Que penses-tu du renouveau de cette équipe d'Écosse avec Vern Cotter en tant que manager général et sélectionneur de cette équipe d'Écosse? Oui, c'est certainement une très bonne chose. Simplement, la question se pose toujours de la même façon pour les Écossais. Est-ce qu'ils ont assez de joueurs pour être compétitifs sur une saison, sur un tournoi de 6 nations, pour le Coupe du Monde? Parce qu'il y a 2 équipes pro, c'est pas assez. Si on compare le nombre de joueurs pro en Écosse avec la France, avec l'Irlande, avec l'Angleterre, on voit que c'est un nombre trop faible. C'est trop demandé à trop peu de joueurs et c'est toujours un contexte difficile. Donc ceux qui dirigent le sport en Écosse, le sport de rugby en Écosse, c'est forcément à eux de trouver des solutions pour amener plus de jeunes dans les clubs, pour amener plus de monde au stade. Et s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, où peut-être le rugby a toujours existé de manière plus importante, mais voilà, le rugby quand même a sa place en Écosse, et j'espère un jour voir les Écossais en haut du tournoi de 6 nations et de voir voilà, l'hymne national chanté avec les victoires affilées. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que quand on voit le match contre l'Angleterre l'année dernière avec une pelouse un peu amochée, avec les Anglais qui battent les Écossais malheureusement comme il faut
à Édimbourg, c'est un peu triste maintenant. Qu'est-ce que Verne Cotter peut faire de différent? On verra bien, j'ai quand même de l'espoir, bien sûr. Philippe, ce sera ma dernière question. Tu as été président des FADA de Toulon, enfin parrain des FADA de Toulon pendant des années. Là, dernièrement, on t'a élu parrain d'honneur, président d'honneur de cette association. Que peux-tu dire au niveau des FADA, toi qui les connais si bien? Je sais que tu as de grandes amitiés avec Djoubi, avec Mathias. Que peux-tu dire de cette association des FADA de Toulon? Déjà, c'est une association qui a toujours été très fidèle à moi, aux joueurs, et qui l'est encore, parce que voilà, la preuve est là aujourd'hui. Les FADA me posent des questions et ça fait chaud au cœur. Donc cette fidélité qui est là, à travers aussi toutes ces choses partagées pendant des années sur les terrains du sud-ouest, à Mayol, sur les terrains qui sont plus près, les victoires, les défaites. Mais surtout, je crois, pendant une période où Toulon ne faisait pas rêver, où il n'y avait pas beaucoup de monde au stade, où on n'était pas sur la ligne du milieu olympique, et où il a fallu quand même essayer de garder ce très grand club en vie et en essayant de ramener ce grand club à sa place. Et c'était compliqué. Et parfois, on n'a pas été très aidé. Mais c'est à travers les joueurs qui sont restés, à travers les associations comme les FADA, qui étaient toujours là, qui étaient toujours dans les tribunes, qui étaient toujours avec les joueurs. C'est ça aussi qui a fait que le club a pu sortir de ces années difficiles. Et voilà, et puis, il a fallu mettre les moyens, mais c'est un tout, un club c'est un tout. Et les FADA, voilà. Les FADA sont dans les tribunes. Ils soutiennent l'équipe aujourd'hui, je crois que ça fait partie de l'histoire du club. Fidi, écoute, on est là, on est en 2014, je crois que ton dernier match c'était contre Montpellier en 2010 à Mayol. Et on voit que, bah écoute, 4 ans après, tu es toujours à Toulon, c'est que tu as gardé ce club et cette ville dans ton cœur. On te souhaite, en tout cas, au nom des FADA, je ne parle pas au nom d'Alexis, je parle au nom des FADA de Toulon, on te souhaite tout le bonheur pour toi, ta famille et pour ton nouveau travail. Et sache que, quoi qu'il arrive, et que ce soit même dans 20 ans, 30 ans, pour nous, tu aurais été un joueur du RCT et tu aurais été un élément important des FADA de Toulon. Merci Fidi. Merci Alexis, merci aux FADA, merci beaucoup.